Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. On attend vos commentaires, vos questions, vos réactions au sommaire de cette émission. Ce divorce à l'amiable, désormais possible entre une entreprise et ses salariés, c'est la toute nouvelle rupture conventionnelle collective, une flexibilité qui est d'ores et déjà utilisée par Peugeot. Nous parlerons aussi du téléphone portable au volant. Des sanctions plus dures contre son usage vont être annoncées par le gouvernement. Sanctions qui devraient aller jusqu'à la suspension du permis de conduire. Est-ce trop ? Au contraire, ce n'est pas assez pour faire baisser le nombre de morts sur les routes. Nous allons en débattre. Puis on va parler du complotisme qui gagne du terrain. 4 Français sur 5 adhèrent à une thèse complotiste au moins. Alors 11 septembre, réchauffement climatique, vaccin. Tout est remis en question, les rumeurs, les complots, cela a toujours existé, mais sur Internet, c'est puissance 10. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Enfin, nous évoquerons ce sujet qui fait beaucoup réagir. Les écoliers de Beaucaire, dans le Gard, sont priés d'apprécier le porc ou de se serrer la ceinture. Fini les repas de substitution qui seraient des entorses à la laïcité, selon le maire de la ville, Front National. Bonjour à tous les quatre. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste et vous animez une émission quotidienne sur Sud Radio. Et vous avez publié en 2016 « Donald Trump, les raisons de la colère ». Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, professeur à Sciences Po. Votre dernier livre s'intitule « Où va la démocratie ?» C'est paru chez Plomb. Et bonjour Jean-Marc Four. Bonjour. Alors vous venez de prendre de nouvelles fonctions, félicitations. Vous êtes directeur de l'information internationale de Radio France, après avoir dirigé la rédaction de France Inter. Bonjour Marc-André. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au service économie du Figaro. Merci d'être avec nous. Et petit cadeau de début d'année, un premier sujet pour vous. Celui donc de ces ruptures conventionnelles collectives. C'est le terme un peu techno, rupture de contrat qui permet de se séparer des salariés à l'amiable, même si l'entreprise ne connaît pas de difficultés économiques. La réforme introduit beaucoup de souplesse dans la procédure. C'est donc la conséquence de la réforme du Code du travail. Peugeot l'utilise dès aujourd'hui. Hier, c'était le groupe de prêt-à-porter Pimki qui finalement a renoncé. On va parler de tout ça. Marc Landré, finalement, c'est une réforme attendue, souhaitable, normale que les entreprises s'en saisissent ? C'est une réforme inattendue, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas de la part du gouvernement dans les ordonnances pénicaux et qui, au final, est tout à fait légitime puisqu'elle existait à titre individuel. Elle est donc transposée au niveau collectif pour les entreprises. Et à partir du moment où on donne un nouveau joujou à quelqu'un, il n'est pas inconcevable qu'il s'en saisisse et qu'il l'utilise. Ce qui était possible. Mais le terme de joujou, c'est péjoratif, non ? Non, c'est pas péjoratif. On entend beaucoup parler sur les radios ou à la télé ou même dans la presse que c'est une forme ce sont des licenciements collectifs déguisés. Pas du tout. Je veux dire, on oublie de dire, il faut répéter que des ruptures conventionnelles collectives, pour pouvoir être mises en œuvre, nécessitent un accord majoritaire en entreprise. Ça veut dire que des syndicats qui représentent au minimum 50% des salariés de l'entreprise doivent mettre leur paraphe à un texte qui permet de proposer aux individus de l'entreprise de pouvoir partir contre un chèque. S'ils sont volontaires, s'ils ne sont pas volontaires, ils ne le prennent pas. Et on passe par d'autres moyens. Donc, ce n'est pas un plan de rupture déguisé. On voit déjà effectivement la CGT qui hurle, qui crie au loup, etc. Pas du tout. C'est un dispositif qui n'existait pas, qui est utile, qui est souple, qui apporte de l'agilité aux entreprises, même en période de non-baso économique, pour pouvoir s'adapter face à la concurrence ou face à des nouveaux marchés. C'est plutôt bien pensé et donc il est normal que les entreprises s'en saisissent. Une réforme bien pensée, Jean-Marc Four. Et avec des garde-fous, en tout cas, effectivement, puisque là, on voit bien dans le cas de Pimki, semble-t-il, qu'on ne s'oriente pas vers un accord. Donc il semblerait que les syndicats majoritaires, de fait, n'approuvent pas le plan et donc on ne va pas aller vers cette rupture conventionnelle collective. Ça vient d'être abandonné officiellement par Après, il y a malgré tout des craintes qui peuvent être légitimes chez les salariés. Si on compare ça au système hanté le plus proche, on va dire, qui est le système de plan de sauvegarde de l'emploi, je crois que c'est ça, où on va dire il y avait plus de garanties sur le suivi des personnes qui quittaient l'entreprise en termes de formation post-départ de l'entreprise. Donc c'est vrai que si cette jambe droite fonctionne, mais que la jambe gauche plus globale de plan de formation professionnelle globale envisagée par le gouvernement ne fonctionne pas, là pour le coup on peut avoir quelque chose de déséquilibré. Dominique Régnier, certains salariés ont raison de dénoncer une forme de chantage potentiel ?
C'est vraiment, a priori, c'est un procès d'intention. Après, il peut y avoir dans certains cas des rapports de force qui soient de ce type-là. Globalement, c'est toujours un peu le même récit sur la même situation. Le marché de l'emploi en France est très rigide. C'est toujours un peu délicat d'en parler parce qu'il s'agit de personnes qui perdent leur boulot, donc c'est pas simple d'en parler et à leur place en particulier. Mais il y a quand même un problème de rigidité du marché de l'emploi en France. Et on sait bien qu'il n'y a pas de création d'emplois, en partie parce que ce système est très rigide. Alors j'imagine que la réforme, elle vise à rassurer les entrepreneurs sur la possibilité, s'il le faut, et ici avec l'accord des syndicats et des salariés, de réduire les effectifs. Après, chantage, je ne sais pas. Marc, je vous voyais réagir quand Dominique Régnier disait des personnes qui perdent leur boulot, parce qu'en principe, ce n'est pas le cas. Non, c'est-à-dire que les ruptures conventionnelles collectives, c'est un accord avec les syndicats, comme vous l'avez rappelé effectivement, mais quand l'entreprise va bien. Ça veut dire que l'entreprise doit adapter sa pyramide des âges, doit adapter son organisation. Il propose à ses salariés, suite à un accord avec les syndicats de ces 10 salariés, voilà, on vous propose de partir, si vous le souhaitez, avec telles conditions. L'entreprise va bien. Donc, les gens ne sont nullement mis à la porte, ne sont nullement jetés dehors. Ils ne perdent pas leur emploi. Ils décident d'eux-mêmes, éventuellement, de tenter leur chance de faire autre chose. Et c'est la différence par rapport à ce que vous dites, effectivement, avec un plan de sauvegarde de l'emploi qui, lui, n'est pris que lorsque l'entreprise est en difficulté économique. Et quelque part, l'employeur n'a pas d'autre solution ou d'autre choix, pense-t-on, que de recourir à ce type de plan social. social. André Berkoff, vous y croyez à cette forme de volontariat au départ ? Je ne suis pas expert. Je laisse à Marc-André l'expertise. Non, la question que je me pose, on a 6 millions et quelques de chômeurs, on connaît tous la situation globale. Moi, la question vraiment que je me pose, est-ce que cette mesure fait quelque chose pour, en ce qui concerne, ce n'est pas du tout la même chose, c'est formation, emploi, travaux manuels, etc. Je veux dire, est-ce que ceci apporte quelque chose et corrige quelque chose dans cette situation quand même assez pénible, sinon catastrophique, de la situation du chômage et du non-emploi en France, où ça ne change rien à rien. C'est connexe, c'est-à-dire que vous allez avoir... C'est marginal. Non, c'est pas que c'est marginal, c'est que c'est différent. Vous avez une réforme de la formation professionnelle qui va avoir lieu, qui va être couplée à une réforme de l'apprentissage, qui va être couplée à une réforme de l'assurance chômage, qui vise à apporter... Bientôt, là, c'est au printemps. Ouais. C'est au printemps avec vote cet été, qui aura, et avec des effets peut-être dans 12 ou 18 mois, qui est censé apporter des droits nouveaux aux salariés et qui doit effectivement corriger cette inadéquation entre l'offre et la demande dans les entreprises pour permettre aussi aux chômeurs qui aujourd'hui sont sous-qualifiés ou mal formés ou peu formés de pouvoir accéder à des métiers, à des postes dont ont besoin les entreprises. Ça, c'est un premier plan. Le deuxième plan, c'est en termes d'agilité et de souplesse des organisations, des entreprises, leur donner les armes. C'était le cas des ordonnances. Et dans ces ordonnances, il y a ces possibilités de recourir aux ruptures conventionnelles collectives. Donc ce sont des dispositifs qu'on met à la disposition des entreprises pour pouvoir être plus agiles, pour pouvoir corriger le tir en cas de besoin, en cas de nécessité d'adaptation. Ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément y recourir, nonobstant que les dispositifs pour licencier ou pour se séparer existent toujours et n'ont pas été remplacés. Je vous interromps une seconde pour saluer nos internautes. On salue notamment le droitiste qui est fidèle à Point de Vue et qui nous souhaite une bonne année. On salue également Ludovic qui nous dit partir pour 5 000 € pour ensuite retrouver une formation bidon et pour finir au chômage. 3 petits points. Et le droitiste qui précise sa pensée en disant c'est une bonne chose, la rupture conventionnelle, elle évite les prud'hommes. Il faut penser à un reclassement sérieux. Ou encore Sébastien qui nous dit que ce sont des licenciements qui vont permettre de se séparer d'anciens collaborateurs qui coûtent cher et de reprendre des nouveaux avec moins de droits et à bas coût. Ça, c'est un thème qui revient souvent, mais c'est en fait un piège pour les seniors. La CFDT le dit aussi, que c'est un risque d'écrémer tous les anciens. Donc il s'agit bien de... Écoute, on prend des petits salaires et puis allez. Oui, sauf que regardez, sur les plans de départ volontaires qui existent aujourd'hui, ne ciblent pas des personnes, elles ciblent des postes. Et des postes, ça va être les gens qui sont payés plus de temps, ce sont des postes, effectivement, là, qui ciblent des seniors, par exemple. Là, en l'occurrence, je veux dire, il y a des conditions qui ne vont pas dépendre des postes, dans l'organisation de l'entreprise, qui vont simplement dépendre de direction ou dépendre de services. Après, ça sera libre aux entreprises et aux services de se réorganiser en fonction des besoins. Et sauf erreur de ma part, Marc Landry va me corriger, parce que c'est lui l'expert, encore une fois, mais il y a un garde-fou individuel sur le garde-fou collectif. C'est-à-dire que quand même, prenons l'hypothèse, si j'ai bien compris, mettons qu'il y ait une centaine de personnes concernées dans l'accord collectif.
L'entreprise dit je veux me séparer de 100 personnes. Les syndicats majoritaires disent c'est d'accord, départ de 100 personnes. À ces conditions-là. À ces conditions-là. Donc tout le monde est d'accord, on est parti sur cette base-là. Si j'ai bien compris, si par exemple dans les 100, il y en a une vingtaine qui disent moi non, ces 20-là ne partent pas. On ne le propose pas aux gens, c'est eux qui disent moi ça m'intéresse. Non, il y a deux donc garde-fous. on peut ne pas arriver au 100. On peut rester à 80 par exemple. Quand bien même il y aurait eu un accord sur 100. Vous voyez plus loin, prenez PSA. PSA qui a fait il y a 2 ans un plan de départ volontaire. Ils ont eu plus de demandes que les conditions sur lesquelles ils s'étaient arrêtés avec les syndicats. Mais il y a 2 garde-fous pour compléter ce que vous dites. Il y a un premier garde-fou, c'est que le plan qui va être validé par les syndicats doit être homologué par l'administration. C'est une forme d'autorisation administrative, non pas de licenciement comme on le connaissait du temps de Jacques Chirac, mais une forme d'autorisation de recourir à des ruptures conventionnelles collectives. Un tampon qui va être mis par l'administration et qui va vérifier que l'entreprise et les syndicats ont respecté la norme, ont respecté les choses en bonne et due forme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si les conditions d'organisation de la rupture conventionnelle collective ne sont pas effectives, ne sont pas réalisées par l'entreprise, chaque personne qui en aura bénéficié individuellement pourra attaquer auprès des prud'hommes la rupture conventionnelle. On retrouve les prud'hommes. On retrouve les prud'hommes. Au bout du bout, on retrouve les prud'hommes. Malgré tout votre talent, Marc, vous ne convainquez pas tout à fait nos internautes, parce que si j'en crois à Jean Bernard, il dit des tonnes d'entreprises vont tenter d'ajuster leurs effectifs aux évolutions de leur plan de charge. Ou Sylviane, qui nous dit une honte d'exploiter les gens qui travaillent, qui participent activement à la réussite de leur entreprise et qui sont sous-payés par rapport à la réussite de leur boîte et que l'on exploite comme des esclaves. Macron le paiera bientôt. C'est son avis. Elle a le droit. Voilà. Elle a le droit, mais une fois de plus, ce type d'accord nécessite l'autorisation, du moins l'approbation, de syndicats qui représentent au moins 50% des salariés de l'entreprise. Mais qu'il puisse y avoir une tentation de certaines entreprises évidemment, de faire ça, oui, évidemment. Enfin, mais les entrepreneurs en France, vous avez beaucoup d'entrepreneurs, ça dépend des secteurs, qui passent beaucoup plus de temps à recruter des salariés sans y parvenir qu'à chercher des marchés. Selon les secteurs, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on imagine bien que l'obsession de l'entrepreneur, c'est pas de virer, c'est aussi d'arriver à recruter ce qu'il n'arrive souvent plus à faire. D'où la nécessité de l'autre jambe, qui est celle de la formation pour pouvoir avoir une offre en adéquation avec la demande. Et juste une chose aussi, qui est quand même annexe, mais pas tellement, c'est que vous avez des sites, je pense à un site Job quelque chose, je ne me rappelle plus, j'avais du nom du site, où vous avez des offres, mais vous concurrez. Est-ce que vous acceptez d'être payé à des salaires le moins possible? Et comme la concurrence est féroce, il y a beaucoup de gens qui acceptent d'être sous-payés. En tout cas, peut-être pas pour eux. Mais il y a véritablement cette lutte assez terrifiante quand même. Et alors, ce n'est pas lié à ce dont nous parlons. Mais il y a aujourd'hui cette concurrence et ce chômage qui fait que, oui, d'accord, 2 000 euros, mais allez, pour 1 500 euros, vous le faites, on le fait. De dumping. Et Martine, encore, parmi nos internautes qui nous dit « et ce n'est que le début ». Donc décidément, pas vraiment. Encore un peu de pédagogie, Marc. Oui, non, mais on va continuer. Mais enfin, faut-il rappeler qu'aujourd'hui, on est sur une tendance de création d'emplois qu'on n'a pas connue depuis le début des années 2000, c'est-à-dire qu'on crée en tendance quelques 250 000 emplois par an. C'est quand même énorme. Et en matière de chômage, si on prend le taux de chômage, il y a eu une toute petite remontée au 3e trimestre 2017, mais on est à un plus bas depuis plus de 2 ans. Donc ça veut dire que structurellement, ça va mieux. Effectivement, on voit que dans les fondamentaux d'emploi et de chômage, la situation s'améliore par rapport à un plus bas qu'on a connu sous François Hollande. C'est un fait. Eh bien, on en reparlera sans doute. Notre deuxième thème s'agit de sécurité routière. Le portable au volant, la suspension de permis sera-t-elle justifiée? C'est le sujet polémique depuis 48 heures. Le plan du gouvernement pour lutter contre la mortalité sur les routes. Parmi la vingtaine de mesures qui vont être annoncées ce soir incessamment, il y aura le 80 km/h sur les routes secondaires. Mais le portable au volant sera aussi ciblé avec une sanction allant sans doute jusqu'à la suspension du permis. Alors, vitesse, alcool, stupéfiants, téléphone, faut-il lutter sur tous ces fronts? La panoplie du gouvernement en est-elle qu'une machine à cash, comme le dénoncent certains? Vous allez nous donner votre avis, mais d'abord une réponse, si vous le voulez bien, assez brève de vous quatre. Le portable au volant, ça mérite la suspension de permis? Complètement. Alors moi, je suis à fond, tout à fait. Quelqu'un qui téléphone au volant, surtout, même pas avec le kit, parce qu'il y en a beaucoup encore, on les voit. Bien que ça soit effectivement interdit depuis... Absolument, mais je peux vous dire encore, je revenais là de week-end, je veux dire, le nombre de gens que j'ai vu avec des portables à la main, en train de conduire, alors là, je suis tout à fait pour la suspension. Jean-Marc, je continue le tour de table. Une réponse brève. Oui. Sans hésitation. Ma seule expertise, c'est l'expérience, donc j'en aurai pas d'autre. Moi, j'ai failli me faire écraser un passage flouté
par une conductrice qui téléphonait, qui ne s'est pas aperçue qu'elle était passée au rouge, qu'elle avait failli m'écraser. Elle a continué sa conversation. Donc moi, je suis pour. C'est ma seule compétence pour le sujet. Marc, vous allez être d'un avis contraire ou... Absolument pas. À partir du moment où on n'a pas le droit de conduire avec un verre de vin, je ne vois pas pourquoi on pourrait conduire avec un portable. Donc effectivement, à la main. La mesure, alors on va voir effectivement les détails, la conférence de presse doit commencer en ce moment. On va écouter Guillaume Pelletier qui est vice-président des Républicains. Il était sur RTL ce matin, lui préconise un plan plus global pour lutter contre la mortalité sur les routes. On l'écoute. Je dis juste à ce gouvernement, attention, de ne pas en permanence choisir des mesures gadgets et marketing. Et moi je propose quelque chose de beaucoup plus profond. D'abord, sur les conduites à risque, je souhaite par exemple l'installation d'éthylotests antidémarrage obligatoires pour ceux qui seraient pris par exemple sous le coup de la récidive pour de la conduite sous l'emprise d'alcool. Je vais beaucoup plus loin, je souhaite une refonte complète et un aménagement beaucoup plus sécurisé des routes secondaires. Comment ? Parce que ça coûte cher. Je souhaite que le gouvernement ait l'audace et le courage de proposer la taxation exceptionnelle des grandes sociétés d'autoroutes. Dominique Régnier, taxer les grandes sociétés d'autoroutes pour réaménager les routes secondaires, c'est une bonne idée ? Je sais pas, enfin, là, je trouve que c'est quand même des paroles, que ça va. Beaucoup de choses sont lancées en l'air. Je ne sais pas si c'est la réponse à des sujets un peu. Voilà, pourtant, Guillaume Pelletier dit lui-même c'est du gadget. Non, mais c'est-à-dire c'est difficile d'évaluer ce genre d'énoncé parce que bon, c'est des grands sujets très très coûteux, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards que bien sûr personne ne possède évidemment. On ne sait pas où les trouver. Et justement, est-ce que l'idée de faire payer entre guillemets les sociétés d'autoroutes qui font des profits pour réaménager le réseau secondaire est une bonne idée ? Il y a quand même il me semble qu'il y a deux grandes catégories de problématiques dans le sujet. Il y a le comportement de l'automobiliste, ce qui relève du comportement de l'automobiliste, alors typiquement le portable, après l'alcool, enfin ce qui relève de vous en tant qu'individu conducteur, si vous voulez, et de votre responsabilité vis-à-vis des autres. Et puis il y a les infrastructures. Et quand même, c'est pas un gadget l'histoire du portable, parce que d'après la prévention routière, c'est quand même la 4e cause de mortalité sur les routes, l'utilisation du portable. C'est-à-dire qu'à la louche, un mort sur 15 ou un mort sur 10 sur les routes, c'est lié maintenant au portable, au volant du conducteur. Donc ce n'est pas un gadget que de sanctionner ce comportement individuel. Et puis il y a une autre catégorie de sujets qui est relatif aux infrastructures, effectivement. Infrastrucures, particulièrement des routes secondaires qui ne sont pas très bonnes. Il a raison, Guillaume Pelletier, de dire que... Voilà, mais ça c'est autre chose, ça n'a pas à voir avec le comportement du conducteur. Et quant au fait que les sociétés d'autoroutes gagnent de l'argent, ça c'est vrai que les sociétés d'autoroutes gagnent de l'argent. On ne peut pas dire le contraire, elles gagnent de l'argent. André Berkoff brûle de réagir. Non, simplement, et là c'est bon, sans être anti-libéral primaire, mais je me demande si les sociétés d'autoroutes, franchement, parce que on a, paraît-il, énormément besoin d'argent public. Moi, je ne comprends pas la privatisation des sociétés d'autoroutes. Je trouve ça quand même un scandale absolu par rapport à la collectivité. Mais aussi, alors là où je suis beaucoup moins enthousiaste, c'est sur la réduction de 90 à 80. Est-ce que franchement la réduction de 90 à 80 km/h va changer vraiment fondamentalement quelque chose? Au contraire, ça va polluer beaucoup plus, ça va embouteiller beaucoup plus. C'est comme maintenant, vous avez vu qu'à Paris, vous parlez de Paris, ils pensent à 30 km/h. Hein, je veux dire. Et on voit le soir, à minuit, 1h, on est obligé de faire 50 km à l'heure, alors que vous avez les voies sur berge. Enfin, il n'y en a presque pas plus grâce à Madame Hidalgo. Hein. Mais enfin, bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, on ne comprend pas très très bien. Je comprends la limitation de vitesse, mais jusqu'à où ça va? Je veux dire, en fonction de quels critères, de quelle rationalité, on passe de 90 à 80. Là, je n'ai pas compris. Mais peut-être que... Non, j'ai un tout petit retour en arrière quand même sur la taxation des sociétés d'autoroutes. Enfin, c'est la réponse en France, c'est quand même ça en général. Hein. Il faut trouver quelqu'un à taxer. Hein. C'est véritablement un réflexe conditionné. Hein. C'est frappant que ça vienne de la droite, qui est vice-président du MP, des Républicains. Je dis au passage, c'est pas le sujet, mais on a vraiment une droite qui est, comme on dit, on a deux partis de gauche en France, dont l'un s'appelle la droite. Ça a toujours été une vérité. On le voit ici de façon étonnante, c'est la jeune génération, etc. Et c'est vraiment fantasmagorique, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les départements sont, pour la moitié d'entre eux, au bord de la mise sous tutelle, et c'est à eux que revient l'entretien des routes. Ils n'auront jamais l'argent pour le faire, et c'est pas les autoroutes qui vont financer ça, c'est une blague, ça. Donc c'est pas un gadget, mais c'est une blague. C'est qu'il faut nationaliser. Dominique Régnier, toujours, Édouard Philippe, quand il a donné son interview en disant « ça peut nous coûter en popularité, il faut le faire », c'est coûteux en popularité, ce genre de mesure. Là, l'effet peut-être de passer de 90 à 80, ça peut être... Je me suis demandé, moi, pourquoi il s'était engagé sur cette route, si je puis dire.
C'est le chemin qu'a fait la Suisse de mémoire au début des années 90. Mais pas le Danemark. Non, mais le Danemark est revenu. Danemark, Parce qu'en fait, ouais. les routes danoises et les routes françaises, Voilà, c'était c'est pas vrai, comparable. En Suisse, Enfin, ils étaient à 90, ils sont passés à 80. Effectivement, ça a gueulé au moment où ils l'ont fait. Les gens n'étaient pas contents, ça allait polluer. Exactement les mêmes arguments que ceux que vous donnez. Il se trouve qu'en 2 ans, il y a eu 30% de morts en moins. Non, mais c'est pas là la question, c'est qu'est-ce qu'elle est fait C'est ça sur le but. Le but, c'est ça. Le but, c'est. Mais Oui, enfin, la question limite, effectivement était plus politique de s'il y a moins savoir. de morts, le bienfait La popularité politique, sera là. bah évidemment. Vous êtes sûr de vos chiffres sur la, Oui, la Suisse? Oui, oui. Moi, Oui, j'ai- après, les expérimentations menées en France sont pas, on n'a Sont pas pas vraiment du- de résultats, non, on ne pas sait très pas trop probantes, si on c'est a- efficace ou pas. Oui. Et en termes de, oui, il y a un risque politique, je pense aussi. oui, moi, je trouve que je c'est trouve qu'il y a un un risque truc politique, indéniable, mais ça. après, bah, c'est un choix. Et Hein, les visiblement. chauffards, comme vous le savez, seront peu sensibles à l'affaire. Ils vont continuer à être C'est chauffards. une vrai question un peu provocante, mais finalement, certains automobilistes se disent est-ce qu'on doit être enquiquiné à ce point pour quelques-uns sont conscients sur les routes? Parce que Et puis, la c'est comparaison. comme ça que ça se résume la question. Puis, la Parce gestion que de beaucoup roulent très bien à 90 et vont se dire pourquoi. Là, c'est pareil. Moi, j'ai toujours toute personne qui a perdu quelqu'un ou qui a souffert d'un accident de la route va trouver que c'est léger. Voilà, mais c'est léger, donc c'est évidemment c'est compliqué. Mais il y a quand même une gestion des risques qui est hyper sensible dans notre société. Et ça va devenir impossible si on chasse comme ça les risques qu'on encourt en circulant, en sortant de chez soi. Il y a une espèce de mesure à trouver quand même dans tout ça. La cigarette, qui est très pourchassée, fait, je crois, 200 morts par jour. Hein, donc là, il s'agit d'éviter... En fait, c'est le Alors, fantasme du risque zéro. Ouais. On veut arriver au risque zéro et on pense que c'est le étonnant. gouvernement et l'État qui va faire. Mais ne buvez pas, ne fumez pas, ne mangez pas ceci ou cela. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils vont, dans leur fantasme, arriver à ça. Or, c'est complètement Totalement improductif. aseptisée, ça Complètement. n'existe Je pas. pense que c'est de la responsabilité aussi publique de l'État que d'éviter 3500 morts par an, parfois bêtement sur les routes, pour des questions d'inconscience, et 70 000 blessés. On les oublie, ceux-là. Mais est-ce que ce ne sont pas les chauffards qui font ça, justement, et qui ne que, tiendront pas mais compte que. de Vous le dites 90-80? vous dites vous-même, et Oui. on a vu l'exemple, dire des gens qui téléphonent avec leur téléphone portable sont des dangers je suis qu'ils d'accord, méritent bien d'interdire Et de qui rouler. n'a jamais Voilà. fait Bien de sûr. cette table aussi. Ah, C'est Moi, la question. j'ai pas de voiture. Et puis même les chauffards. Je vous donne. Même les chauffards, si vous les moi non plus. sanctionnez, les chauffards, même les chauffards, si vous les sanctionnez vraiment, C'est dissuasif? je pense qu'à un moment donné, ça le devient. Oui, je pense qu'à un moment donné, ça le devient. Si on les effectivement. sanctionne vraiment. Vraiment, parce que c'est aussi là l'un des sujets jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire de la suspension de permis, etc., il y a quand même, aujourd'hui, c'est 3 points en moins. Jusqu'à présent, c'était 3 points en moins. C'est C'est ça 3 le points en porte-à-moins. moins et une amende Sauf de- que c'est pas fait. Sauf que c'est pas fait, puisque les statistiques, c'est à peu près qu'il y a 10 verbalisations par jour par département, ce qui est très très peu en réalité. Hein. C'est comme s'il n'y avait que 10 personnes par jour par département qui téléphonaient au volant, vous imaginez. Donc ça doit être je ne sais pas combien de fois plus. Donc en réalité, ça n'est pas sanctionné. Donc si on veut, être un peu comme ça rigide, mais la réalité, c'est que si vous sanctionnez durement les chauffards, carotte et le bâton. oui, il y a un Alors, moment donné, il faut bien je donne l'utiliser. juste On les n'a pas fait résultats de mieux. notre question sur Twitter qu'on posait donc aux internautes. Et ben, ils sont un peu moins, parce que nous c'était 100%, vous étiez favorable à la suspension de permis pour l'utilisation du portable. Et ben, nos internautes, ils sont 63% à dire que c'est justifié, effectivement. Ça va juste tomber sur les artisans, les commerçants, etc. Les artisans en particulier qui se déplacent évidemment par définition dans leur Puisque, bureau en quelque oui. sorte, donc ils téléphonent beaucoup. Il y a le kit main libre. Mais le kit main libre est- non, le mais kit ça- main libre est interdit. Bon, ça va mais vite. avec Le Bluetooth est autorisé. Oui, voilà. Ouais, je parlais du Et Bien sûr, comme il y aura nous la le voiture dit- connectée, on ne conduira plus, on pourra Sans téléphoner. chauffeur. Comme nous le dit Yves Aguila, qui a le sens de la formule, le téléphone au volant, c'est déroutant. Tandis que JLR estime que quand on conduit, c'est la route qu'il faut regarder. Jérôme Colombini, lui, il estime que le téléphone doit être une priorité. Il ne sert pas qu'à téléphoner. Les gens textotent ou lisent les emails. Je tiens à préciser que je ne suis pas sur mon smartphone, cela dit, à 80 km/h. Non, les gens font 2 choses en même temps, dont téléphoner. Si Ouzbek et Erika étaient là de Montesquieu, c'est la première chose qui leur sauterait aux yeux aujourd'hui en 2018. C'est que les gens font quelque chose et en même temps, ils sont sur leur téléphone. C'est sûr. Voilà. C'est tout le temps et c'est un truc quand même flagrant. Je pense que quand on regardera ça dans 20 ans, on se dira ils étaient complètement cinglés. D'ailleurs, ils ont Et je rappelle Au restaurant, ils mangent et ils téléphonent. dans les années 70, vous parliez dans les années 70, c'était 15 000 habitants, 15 000 morts par an sur les routes. Et il y a vu cette mesure symbolique de la ville de Mazamet, l'équivalent de la ville de Mazamet qui est couché sur pour symboliser les morts sur les routes. fameux, Ouais. oui. Ça n'a pas empêché toutes les majorités d'être battues, je vous le signale. Et quand la reconnaissance électorale, à mon avis, ne viendra jamais par ça. Et quand on Churchill a été battu en 45. quand il y a eu le port de ceinture de sécurité
sur la Ouais. place du mort, là. La place passager, La place on dit que- obligatoire au 10 minutes 70. Je veux dire, effectivement, on a entendu c'est n'importe quoi, Ah oui, c'est on avait privation de même des gens liberté, qui etc. disaient, c'est en cas 6 000 d'accident, morts en ça va moins. nous maintenir 6 000 dans le- morts, on est passé de 18 000 à 12 000 morts. Comme quoi, parfois, mettre un coup de bâton, ça peut avoir de l'utilité. Donc la politique du coup de bâton, c'est celle de Marc Landré, en tout cas, pour cette question. On va parler du complotisme. Alors, est-ce la faute des réseaux sociaux? En tout cas, près de 4 Français sur 5 croient à une thèse complotiste. Et dans ces thèses, on a l'embarras du choix, le 11 septembre, les attentats de Paris. Il y aurait des zones d'ombre, voire une manipulation des services secrets. Les vaccins, ça serait évidemment le lobby pharmaceutique qui serait à l'œuvre. Et on ne parle pas de la Terre qui serait plate pour 9% d'entre nous. Cette étude IFOP, Fondation Jean Jaurès et Observatoire Conspiracy Watch peut faire sourire, mais ces chiffres méritent quand même de s'y arrêter. Qui est responsable? Est-ce les réseaux sociaux qui auraient tendance à enfermer chacun dans ses certitudes ou les journalistes qui ne feraient plus leur travail? Une question, tiens, Dominique Régnier. Vous êtes surpris par les résultats de cette étude? Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un montage, ce sondage. Un montage. Un complot carrément. même. Non, je ne suis pas très surpris par les résultats, non. C'est vraiment, c'est à la fois l'ambiance de notre époque, est très marquée par ça. Et puis en effet, sans les accabler, parce que ce serait facile, les réseaux sociaux, l'Internet joue un vrai rôle, parce que vous rencontrez le point de vue comparable, dans lequel souvent d'ailleurs on est enfermé, ça a été étudié et documenté, ça je passe très vite, mais on a plutôt tendance à être dans le renforcement des points de vue. Et donc ça légitime de trouver quelqu'un qui pense la même chose que vous, sur une idée un peu biscornue, qui faisait s'étonner vos voisins et amis. Donc il y a des effets de ce type. Et puis il y a des effets aussi de vraisemblance sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut faire des petits films tout à fait parfaits qui donnent le sentiment qu'effectivement il y a un truc là que je n'avais pas vu, une ombre ou je ne sais pas quoi. Donc là, le trucage est aussi beaucoup plus répandu. Effectivement, l'étude le montre, Jean-Marc Fourreau, les moins de 35 ans sont encore 4 fois plus nombreux que la population totale à être adeptes des thèses complotistes. Oui, c'est vrai. En même temps, prenons l'assassinat de JFK, la mission Apollo, les sociétés secrètes, ça n'a pas attendu les réseaux sociaux pour être des sujets qui étaient complètement au milieu de thèses complotistes. Donc, je veux dire, le complotisme n'a pas attendu, loin s'en faut, l'existence des réseaux sociaux pour prospérer. Ce qui est vrai, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il y a la création de phénomènes un peu d'entre-soi. C'est-à-dire qu'on est entre soi à se répéter le même truc, entre nous à se répéter toujours le même truc et sans ouverture au monde extérieur. Et c'est un défi pour nous, hein, pour les médias aussi, pour les journalistes, d'essayer de parvenir à pénétrer à l'intérieur de ces mondes qui sont en vase clos et qui ne vivent plus que de ces théories complotistes. Là, je pense qu'il y a un défi qui est important. Oui, moi je voudrais quand même revenir là-dessus. Je crois que, d'abord, je voudrais aller encore plus loin que disait Jean-Marc. D'abord, ils n'ont pas entendu les réseaux sociaux, les fake news ou le complot, mais c'est un peu lié quelque part pour exister. Les millénaristes en l'an 1000, tous les complots d'empoisonner les puits, etc., les guerres de religion, il n'y avait que ça. Hein, et c'était bien avant les réseaux sociaux. Deuxièmement, il faut quand même dire que la presse aussi fait des fake news. Les médias aussi font des fake news. Quand, je me rappelle très bien, quand on disait que jamais Daesh, et c'était dans un certain nombre de journaux, n'emprunte la route des migrants pour permettre leur forfait, c'était une fake news. C'est clair. C'est-à-dire qu'il faut se dire ceci, les réseaux sociaux, il y a tout et le contraire. Il y a effectivement des manipulations ou des théories complotistes, mais vous avez sur les réseaux sociaux aussi les gens qui répondent à cela. Donc, je ne sais pas pour défendre les réseaux sociaux, mais l'histoire des théories de complot a toujours existé. Pourquoi? Parce que c'est une paresse intellectuelle formidable. C'est-à-dire, comme je n'ai pas envie de réfléchir, comme je n'ai pas le temps de réfléchir, ou j'ai la paresse crasse de réfléchir, je me dis, ah oui, c'est à cause d'eux. C'est les Américains, c'est les Russes, c'est les Juifs, c'est les Arabes, c'est ceci, c'est cela. Ça a toujours existé et les réseaux sociaux ne font qu'amplifier ça. Mais il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Et puis les fake news, franchement, on a connu les fake news. Pardon, mais quand je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que quand la presse a écrit que les militants de Daesh n'empruntaient pas les routes des migrants, à l'époque, quand la presse l'écrivait, de fait, il n'y avait pas d'exemple établi du fait que
Non, mais c'était pas vérifié à 100%. Non, mais le Bataclan, et même, je vais plus loin, et même les principaux ministères de l'Intérieur de l'époque disaient la même chose. C'est-à-dire, ils disaient, nous n'avons aucune démonstration, aucune preuve. Pourquoi Non, l'affirmer je vous dis juste que c'était pas un pas- fake news. Non, C'était alors, juste qu'en l'état des informations à disposition oui. à ce moment-là, Oui. on ne pouvait pas affirmer que des terroristes D'accord. avaient emprunté Mais les quand- routes des migrants. La suite a démontré l'inverse, c'est que de fait, il y avait des cas où des terroristes empruntaient les routes des migrants. Voilà, c'est tout. C'est un petit correctif. Non, mais Petit correctif. pas Voilà. à dire que la presse quand la presse de 14-18 disait que les Allemands ébouillantaient les enfants et coupaient les mains. Absolument, non. Il y a eu dans je l'exemple de la rectifiais juste presse et des l'exemple. fake news quand même a existé depuis Absolument. longtemps. Faut Oui, pas, oui, voilà. absolument, nous sommes Faut pas d'accord se là-dessus. jouer aux innocents de ce point de vue-là. Ce n'était pas le cas. En fait, le point commun entre les fake news et les complots, parce que c'est pas la même chose, le point commun qu'on comprend en écoutant cet échange, c'est que les fake news ou les informations d'ailleurs qui ne sont pas validées, parce que c'est un monde compliqué, c'est votre métier, c'est très compliqué de valider des informations, fragilisent sans doute la crédibilité de la représentation du monde et du coup ouvrent l'espace à des phénomènes d'imagination qui ne sont pas d'ailleurs toujours des plans concoctés par des groupes, mais qui sont aussi parfois le délire humain, enfin l'imagination humaine qui ne veut pas dire qu'elle ne sait pas et qui donc dit quelque chose sur un sujet très mystérieux. Alors, continuez de vous prononcer sur notre question. Pour le moment, vous êtes 53% à dire non, ce n'est pas la faute des réseaux sociaux si les thèses complotistes prospèrent. Et on a le droitiste qui intervient décidément souvent et qui nous dit « Je suis complotiste, je suis certain que les fonctionnaires travaillent ». Et Jean-Marie qui lui complète en disant « Comment voulez-vous que les thèses complotistes diminuent si on ne restaure pas une vraie confiance entre les politiques et le peuple ?» C'est une des dimensions de cette étude, d'ailleurs, de Dominique Régnier, qu'on veut intervenir, c'est effectivement parmi ceux qui adhèrent, c'est généralement des partisans des partis extrêmes, extrême gauche et extrême droite. Mais d'ailleurs, là, encore une fois, il y a quand même un lien. Il ne s'agit pas de dire qu'on peut imputer des responsabilités, moi j'en suis incapable, mais il y a un vrai lien entre le discrédit des partis de gouvernement et la prospérité des partis anti-système et le discrédit des médias classiques et la prospérité des réseaux sociaux. Et les premiers sont mis en difficulté devant les partis protestataires, lesquels, sur les médias sociaux, sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus puissants que les partis de gouvernement sur les réseaux sociaux. Donc il y a une symétrie dans la figure. Alors, je crois que, juste un mot, je crois que ce qui joue aussi beaucoup de choses, c'est le silence. Il ne faut pas oublier, encore une fois, je ne veux pas être le défenseur des réseaux sociaux, mais la fameuse histoire de la policière de Champigny, c'est dans les réseaux sociaux qu'on a vu la vidéo, où elle se faisait lyncher par et c'est là que ça a démarré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses aussi qui fait que les gens n'ont pas confiance, mais ils se disent pourquoi les autres n'en parlent pas. Or, ce n'est pas par complot que les autres n'en parlent pas, c'est parce qu'il s'est fait que ça allait beaucoup plus vite en le postant sur les réseaux sociaux. Donc il y a cette crise de confiance aussi qui est là, qui est très importante. Ça prospère chez les plus extrémistes, mais ça prospère aussi, vous aviez raison de le dire tout à l'heure, chez les plus jeunes quand même, de façon flagrante. Et là, il y a bien un lien malgré tout avec l'omniprésence des réseaux sociaux et donc un enjeu, pardon d'employer des grands mots, mais sur l'éducation aux médias chez les plus jeunes. Parce que si on n'arrive pas à leur donner un minimum de clés sur la façon d'appréhender les réseaux sociaux et on va dire d'avoir un minimum de méfiance par rapport à tout ce qui s'y promène, je crains que ça ne se dégrade. C'est pour ça et là, on a quand même un sujet sérieux, y compris pour M. Blanquer. Quand le président de la République a évoqué la possibilité d'une loi sur les fake news en période électorale, est-ce qu'il ne vaut pas mieux privilégier l'éducation que la sanction ? Aussi. Les deux. Aussi, en quand même on temps. voit effectivement les jeunes, comme disait Jean-Marc, qui s'informent essentiellement via les GAFA aujourd'hui, c'est-à-dire sur Facebook, Google et autres, Google, Amazon et autres, je veux dire sur des informations qui sont véhiculées sans être forcément validées, vérifiées, recoupées. Moi, j'ai fait le test il n'y a pas longtemps. J'intervenais devant une classe de terminale pour leur demander comment vous vous informez. Je veux dire, à 95%, c'était via leur page personnelle Facebook. Je dis, qui d'entre vous lit un quotidien ? Qui d'entre vous lit un hebdomadaire ? Qui d'entre vous s'informe même sur un site internet ? Oui, mais moi je ne pleure pas là-dessus, parce que ça c'est trop facile. Je pense aussi que la responsabilité média et de la presse... On ne dit pas qu'on n'a pas de part de responsabilité là-dedans. Mais je dis qu'on a une vraie part de responsabilité là-dedans, en ne donnant pas toute la vérité, en donnant des vérités sélectionnées. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire que souvent, ou en tout cas quelquefois, on donne des vérités qui sont des vérités Vous vous rendez compte que sélectives. vous bercez dans la théorie du complot, là ? Quoi ? Pas du tout. Là, franchement, là, je veux dire, c'est le fait que les médias n'informent pas bien les gens. Donne une vérité partielle. Mais sciemment, c'est ce que vous le sous-entendez. C'est-à-dire que sciemment, on désinforme les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Quand je cache quelque chose, quand je ne dis pas quelque chose que je sais et que je cache, ce n'est pas un complot, c'est un choix.
politique, et je comprends très bien. Il ne faut pas mélanger et tout mélanger. Je dis simplement, et vous le savez parfaitement, que les médias, sur un certain nombre de choses, quand vous avez tel ou tel actionnaire, quand vous avez telle chose, il y a des choses qui ne se disent pas. Ça s'appelle une ligne éditoriale, ça a toujours existé. Et ben voilà. Et ça, oui, mais alors, il ne faut pas dire, c'est les réseaux sociaux qui sont des... Et nous sommes innocents, nous sommes vierges, non, mais et la nous sommes question au n'est cœur pas celle-là. pur. La question est de savoir si les réseaux sociaux permettent d'aller plus loin et transportent les complots, d'alimenter les complots. C'est tout. La responsabilité n'est pas de dire est-ce que les journalistes sont bons ou pas bons, ou est-ce que les médias informent bien ou mal. C'est pas les mêmes questions. Faut pas, si je peux m'immiscer dans votre dialogue, je pense qu'effectivement, il ne faut pas pleurer là-dessus, parce que de toute façon, c'est un fait. C'est-à-dire que les plus jeunes s'informent via les réseaux sociaux et principalement Facebook d'ailleurs, quoi qu'on en dise. Ça reste le plus important d'accès à l'information pour les plus jeunes. Donc la question est bien de savoir comment on peut leur donner suffisamment de clés pour qu'ils sachent appréhender le mode de fonctionnement sur ces réseaux-là et savoir identifier qui parle, d'où il parle, qui il est, etc. Ça, et quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit un individu avec son compte personnel ou que ce soit un média traditionnel, mais qu'ils aient les clés. Voilà, c'est juste ça que je dis. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Alors, parmi nos internautes, Flo Dupont qui soulève un point intéressant. Elle dit qu'il faut faire attention aux séries aussi. Il y en a un certain nombre de films, de séries et même de romans à caractère paranoïaque qui distorsionnent la réalité. Cela a toujours fasciné les esprits faibles. Mais c'est pas faux et c'est très en vogue chez les jeunes. Écoutez, c'est là où quand même on bascule. Oui. Vous avez vu l'histoire de Carmen ? Oui. Carmen de Bizet. Carmen qui n'est pas politiquement... Le metteur en scène italien qui dit... Mais attendez, mais vous croyez que c'est un petit truc ? Ce n'est pas un petit truc. À partir du moment où on veut déboulonner un certain nombre de statuts, y compris ici, parce qu'on dit que ce sont des esclavagistes, il faut déboulonner un certain nombre de gens, dont Napoléon, etc., qui a été bon, Christophe Colomb, etc., etc. À partir de ce moment-là, où justement on arrive à ce que l'histoire n'existe pas, enfin, on essaye d'éradiquer et d'araser, ça veut rien dire. On explique, et là je reviens à l'éducation. L'éducation, c'est quoi ? C'est de dire, attendez, il y a eu un certain nombre de passés, il y a eu des choses bien ou pas bien, l'esclavagisme ou pas l'esclavagisme, mais pas de dire aujourd'hui, vous êtes des descendants de colonialistes, donc vous êtes des salauds. Donc... Mais c'est ce qui se passe en ce moment, et y compris à l'école. Alors, c'est une transition vers un thème qui est un peu connexe, c'est celui de la publication annoncée des pamphlets de Céline, de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Vous l'avez dit, je crois, André Berkoff tout à l'heure, parmi les thèses complotistes, c'est la faute aux Juifs, c'est la faute des francs-maçons. Cette publication, est-ce qu'elle vous choque, Dominique Régnier ? Moi, ce que je constate sur tous ces sujets-là, c'est que c'est disponible, en fait, les textes circulent. Donc il y a déjà de fait une grande facilité pour quiconque de se procurer tous ces textes-là. Et donc pas d'histoire, quoi. Non, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'histoire. Non, il y a déjà, ce fait est important, c'est-à-dire que déjà, on trouve ces textes aisément. Ensuite, ça dépend de la manière dont ces textes sont publiés. S'il y a un appareillage critique... c'est ce que dit la maison d'édition Antoine Gallimard, qui dit que ça sera accompagné de tout l'appareil critique. Voilà un critère, parce que je préfère, moi, une édition critique qu'une édition sauvage, non expurgée, sans appareillage critique. Ce n'est pas tout à fait la même histoire qui est racontée. Et je considère, et ce n'est pas un point de vue satisfaisant de le dire ainsi, mais je considère qu'en matière de censure aujourd'hui, on n'y arrive pas. À supposer que la censure soit la bonne réponse, ce qu'il faudrait discuter, on n'y arrivera pas. Donc la question est de savoir comment on peut encadrer l'accès à ces textes. On revient sur l'idée d'éducation. Je vous propose d'en parler, mais d'abord d'écouter Alexis Corbière, le député de la France Insoumise, qui était ce matin l'invité de France Inter et qui s'exprimait là-dessus, justement. Il y a un snobisme intellectuel. Ben oui, en fait. c'est-à-dire que parce que c'est Céline. Alors, bien sûr, je suis prof d'histoire et de français. Le Voyage au bout de la nuit ou d'autres ouvrages doivent être connus. Mais pourquoi aller chercher ça dans les poubelles de Céline ? Et quel est l'intérêt ? Où est ce goût morbide ? Et puis par ailleurs, c'est de la littérature de merde. Voilà, au bout d'un moment, il faut le dire. Des glapissements antisémites. Non, je parle de ces textes-là. C'est une folie, un délire. Et Céline, en plus, a cette particularité que c'est une ordure qui va continuer à écrire dans des journaux de collaboration durant la guerre en appelant au meurtre contre les Juifs. Pourquoi éditer tout ça ? Enfin, je veux dire, bien sûr, il y aura l'appareil critique. À quoi ça nous sert ? Pas d'intérêt à publier ça, André Berkoff ? Écoutez, moi, je voudrais simplement dire une chose. Ce matin, ou hier, il y a une synagogue de Créteil qui a été incendiée. Un magasin cachère. Et un magasin cachère, et une synagogue qui a été, en tout cas, on a mis... C'était un magasin cachère qui avait été tagué avec des tags antisémites et qui a été incendié. Je voudrais simplement dire que je ne crois pas que l'auteur de cela a lu Céline et s'est inspiré de Céline pour commettre cela. Moi, je suis effectivement, c'est vrai que je comprends ce que peut dire Alexis Corbière, mais moi, je suis contre la censure.
Je pense qu'il faut un appareillage critique, ce que disait Dominique Régnier. Je pense surtout, si vous voulez, que dire que c'est comme Mein Kampf, c'est comme tout ça. Vous savez, les extrémistes, les fanatiques disent toujours ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. On peut leur dire toute chose sauf la cohérence. Ils disent que ce soit Daesh et compagnie. Vous avez les écrits. Ces écrits sont là, ils disent ce qu'ils vont faire. Donc, à partir de ce moment-là, croire qu'en cachant ceci, en faisant ça, ça ne marchera pas, non. Je pense qu'il faut le dire simplement. Il faut que les gens qui en parlent comme il faut en parler. Ça veut dire donne la perspective et on revient à l'esprit critique et la mise en perspective. Jean-Marc Fourcade. L'éducation. Oui, avis assez similaire, je dois dire, en fait. C'est-à-dire que même si la republication par Gallimard donne une forme de légitimité à ces textes, forcément, qui est quand même nettement supérieure à ce qu'on peut trouver sur Internet, sur Amazon ou je ne sais où. C'est quand même plus légitime si c'est Gallimard. Bon, donc ça pose question. Ils le font pourquoi finalement Bon, voilà. En même temps, c'est vrai que moi, je préfère ça malgré tout. Si c'est encore une fois accompagné dûment d'une mise en perspective, je crois que le même travail est un peu en cours sur Mein Kampf en France, avec des historiens qui travaillent là-dessus. C'est pareil, je suis assez défavorable par principe à la censure, donc je pense que si c'est accompagné dûment, après tout, je pense que ça peut être utile en fin de compte. Mein Kampf qui a été réédité en Allemagne et qui est devenu un succès de librairie avec plus de 100 000 exemplaires. Écoulé. Et le livre de Lucien Rebatté qui avait été édité et qui a aussi été un succès commercial assez inattendu, enfin inattendu j'en sais rien, mais en tout cas vous voyez que ça avait été vendu à plus de 10 000 exemplaires. On va passer, parce qu'il nous reste peu de temps, à notre dernier thème. C'est celui de cette cantine de Beaucaire. Il n'y aura plus de repas de substitution à la cantine de Beaucaire, c'est dans le Gard, mais du porc dans les assiettes tous les lundis. Telle est la décision du maire Front National. Les menus de substitution étaient selon lui des repas anti-républicains. L'histoire ne dit pas si les enfants ont aussi été privés de galettes des rois, qui aurait été une scandaleuse concession à la fête chrétienne de l'Épiphanie. Enfin voilà en tout cas comment le maire de Beaucaire fait parler de lui. On écoute ses explications et on en reparle. C'est pas par idéologie, c'est que depuis 2008, donc ça fait pas 30 ans, ça fait seulement 9 ans, dans ma commune, sous l'ancien maire, des repas de substitution avaient été instaurés. Moi je dis simplement, quel est le problème avec le porc ? Est-ce qu'il y a une allergie particulière ? S'il y avait un problème médical, je pourrais le comprendre, il n'y a pas de problème médical. C'est uniquement l'intrusion du fait religieux dans l'espace scolaire, et pour moi l'école est un sanctuaire, on ne doit pas faire entrer le religieux dans l'espace scolaire, et donc pas de repas de substitution. On ne joue pas avec la laïcité pour faire de la provocation politique. Je suis opposé par principe au menu confessionnel. Il peut exister dans des cas spécifiques, par exemple des menus végétariens qui ne blessent et ne heurtent personne. La République ne se négocie pas, la laïcité ne se négocie pas, mais il n'est pas interdit aux maires, ici ou là, en fonction de cas spécifiques, de s'organiser intelligemment. On a donc écouté Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains, sur ce point aussi. Dominique Régnier, il fait parler de lui, le maire de Beaucaire, ou soulève une question digne d'intérêt ? Non, mais là, c'est vraiment traité de manière... c'est un traitement purement communicationnel, politicien. C'est de l'instrumentalisation d'un sujet total. Moi, je trouve ça particulièrement choquant de le faire sur le dos des enfants, des services d'enfants qui vont avoir leur repas. Et il y a vraiment quelque chose d'une violence, moi, je trouve, qui est tout à fait stupéfiante. Il se fiche complètement de la laïcité. Enfin, on sent bien que ce n'est pas le sujet, donc il croit tenir un truc. Et sur ces questions-là, qui sont des questions compliquées, qui touchent des sensibilités extrêmes dans des familles, etc., et chez des personnes, peut-être aussi des enfants qui se trouvent dans des situations de grand conflit, parce qu'on leur dit qu'il ne faut pas à la maison, et puis là, on leur dit que vous êtes obligés de le faire. C'est vraiment pas bien de faire ça. On pourrait quand même, justement, être beaucoup plus souple, au contraire, là-dessus. C'est pas, la situation aujourd'hui n'est pas, sur ce sujet-là, n'est pas particulièrement critique. Marc Landré, la solution qui a déjà été évoquée d'ailleurs, mais qui a été évoquée là par Guillaume Pelletier, dire après tout un repas végétarien, ça satisferait tout le monde, c'est la bonne ? Ceux qui n'aiment pas les légumes. Exactement. On sent que vous avez eu des épinards un peu trop souvent dans votre jeunesse, dans votre assiette. Marc. Pas manger ça a le mérite de satisfaire. On oublie les enfants. Comme vous disiez, on oublie les enfants. Le sujet est allé en justice une première fois. Vous savez que le sujet est allé en justice une première fois. Le maire de Chalon-sur-Saône avait tenté la même, il a eu la même initiative. C'est allé dans le tribunal administratif à Chalon. Et qu'est-ce qu'il a dit, le tribunal administratif ? Il a dit que l'intérêt des enfants était supérieur et que donc le principe de laïcité passait derrière, si vous voulez. Moi, mon pari, c'est que cette histoire-là va encore aller en justice, qu'à un moment donné, ça va aller en appel, et puis qu'à un moment donné, ça va monter au-dessus, et puis qu'on va
on va se retrouver face à la même histoire et que la Convention Cela internationale étant, des droits de l'enfant Conseil primera et que c'est ça qui passera en priorité aux yeux de la Le justice. Conseil d'État n'avait pas jugé illégale une telle initiative dans une autre affaire en disant que la liberté religieuse s'arrêtait aux portes de l'école, en gros. Et que l'école était un sanctuaire. Non, mais moi, je crois qu'il faut quand même élargir le problème. On ne peut pas parler de ça en parlant uniquement des enfants par rapport quand même à une situation qui se passe et que tout le monde connaît depuis les territoires perdus de la République. Il y a un problème aujourd'hui d'avancer contre la laïcité considérée comme l'unificateur, enfin le dénominateur commun. Il y a des personnes en toute bonne foi qui disent non, les pratiques religieuses, telle pratique religieuse vaut plus que la pratique laïque ou républicaine. Ils le disent, ils le sentent, ils le communiquent et ils ne sont pas 500, ils sont 5000. Le problème, c'est qu'on ne peut pas regarder ce problème-là de l'école en disant ça n'a rien à voir, laissons ça de côté, la laïcité de côté, etc. Il y a un vrai problème. Alors je ne dis pas que Sanchez, il ne fait pas de la communication là-dessus, c'est évident qu'il en fait. Mais le problème posé, c'est jusqu'à quel point on peut accepter qu'on dit oui, mais moi, par exemple, moi, juif, je ne mange pas le porc, moi, musulman, je ne mange pas du porc, etc. Sauf que je pose la question, et on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir, que vous allez en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de charcuterie. Et ce n'est pas une fake news, ça. Allez vous balader en Seine-Saint-Denis, vous voyez combien de charcuteries où on vend du porc. Regardez ce qui se passe. Donc, il y a un problème. On ne peut pas dire que ce problème n'existe pas. Bon diagnostic, mais mauvais remède. Enfin, je veux dire, le sujet est effectivement... Évidemment qu'il y a un sujet sérieux. C'est un sujet très sérieux. Mais est-ce que la solution, c'est de faire ça dans une cantine auprès de 150 enfants à Beaucaire? Mais qu'est-ce qu'on fait? Non, mais là, moi, je pense... je suis d'accord avec vous. Là. Il y a le sujet que vous avez évoqué, moi, je partage votre analyse. C'est un grand sujet de préoccupation. On est vraiment d'accord là-dessus. En tout cas, moi, je suis d'accord là-dessus également. Mais là, on peut avoir une pensée même pour les effets d'une telle action. Moi, je ne sais pas, malheureusement, je devine ce que deviennent ces enfants dans leur rapport à la communauté, à la République en particulier, lorsqu'ils ont, année après année, vécu, enfants, tout petits, une espèce de conflit entre des obligations contradictoires. Qu'est-ce qui sort à la fin? Il sort des petits républicains ou des enfants qui sont fâchés à jamais avec la République? Je ne suis pas sûr que le résultat produise, même à la fin, vous voyez, ce qu'on voudrait obtenir. Mais moi, si juste un mot là-dessus, Dominique Régnier. Est-ce que si on dit, bon d'accord, et c'est ce que je comprends très très bien, on leur dit, ok, vous ne mangez pas du porc, on va vous faire manger autre chose. Donc, dans la famille, dans l'esprit, en disant, mais écoutez, on a raison, eh bien, on va, voilà, maintenant, l'école, eh bien, pour nous, ceux-ci bouddhistes, nous, ceci, ils vont suivre notre... Alors, que devient la laïcité? Alors, exactement, mais c'est parce qu'effectivement, tous ces grands problèmes très complexes, on les prend par un petit bout sur lequel on essaie de faire porter toute la solution. Ce que vous venez de dire me paraît vraiment important, parce que ce qu'on pourrait imaginer, je n'ai pas songé, mais c'est en vous écoutant que ça m'est venu à l'esprit, on pourrait imaginer, ça c'est peut-être d'ailleurs ici ou là, d'écrire aussi aux familles pour leur dire, voilà, la République, elle accueille votre enfant, elle le fera, elle lui permettra de ne pas manger de porc, par exemple, quand on en servira, mais voyez ce que par ailleurs nous considérons comme des valeurs essentielles, sur quoi on ne peut pas céder, etc. Enfin, on peut créer une relation là-dessus, et créer une relation là-dessus. Dire, voilà, il y a des points sur lesquels on peut comprendre qu'il y a un peu d'élasticité, mais il y a des éléments absolument essentiels, et on voudrait en parler avec vous, et on se voit pour en parler. C'est peut-être de manière... aussi. Oui, puis de manière plus large, un civisme au sens de relations politiques. Ça me paraît fondamental, en tout cas, aujourd'hui. Mais là, on n'est pas en présence de pédagogie, on est en présence de communication et de provoque. Alors, je salue Orvic qui nous dit on peut être juste pragmatique, pas de halal, pas de kasher, juste un truc alternatif. Si on peut faire ça dans l'armée, pourquoi pas à la cantine? C'est vrai, sans doute que l'armée a peut-être trouvé des solutions avant l'éducation nationale. Il y a Véronique qui nous dit dans ce cas, donc je suppose celui du porc, on met du poisson le vendredi à la cantine. C'est le vieux sujet aussi de divergence. Faut-il maintenir le vendredi le poisson? Sans repas de substitution. Vous avez eu trop de poisson le vendredi aussi? Par principe, je ne mange jamais de poisson le vendredi. Eh ben, on saura tout du régime alimentaire de Marc Landré dans les prochaines éditions de Point de vue peut-être. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau Point de vue présenté par Guillaume Roquette. Au revoir.